Bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette soirée du Wine and Business Club. On va se régaler aujourd'hui avec des bons vins, de la bonne gastronomie et des formidables invités, notamment notre premier invité, Philippe Nord, qui est le directeur général d'Orano. Bonjour Philippe. Bonsoir Marty, bonsoir à tous. Tu es né donc en 1969 à Strasbourg. Certains disent que c'est la plus belle ville du monde. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, la cathédrale est magnifique et puis il y a quelques vins autour. Oui. Alors, tu es diplômé de Polytechnique, X-Mine, et le tout début de ta carrière, c'était donc à la Commission européenne. Tu étais rapporteur de l'anti-dumping. C'était quoi exactement, Philippe? C'est la politique commerciale, c'est-à-dire des industriels en Europe qui subissent des concurrences déloyales et qu'il faut dans ce cas-là protéger. Alors ensuite, changement de décor, tu rejoins Monsieur Lévy, Raymond Lévy au CDR. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent, j'espère qu'il y a aussi des jeunes, le CDR, c'était quoi? C'était la banque qui vendait les actifs suite à la faillite du Crédit Lyonnais. Donc voilà, une grande banque fait faillite. Raymond Lévy est un grand industriel, il avait dirigé Renault, redressé Renault, qui avait été en faillite. Et bon, le ministre de l'économie, Dominique Strauss-Kahn, lui dit bon, j'ai un problème, voilà, le Crédit Lyonnais est en faillite, il faut remettre de l'ordre. 2000, donc tu rejoins Areva, l'ancêtre d'Orano. Ton premier job au sein du groupe, c'était quoi? Directeur de la stratégie. D'accord, et ça a duré combien de temps ça? Ça a duré 4 ans parce que dans le domaine énergétique, voilà, il faut pouvoir anticiper. On le voit en ce moment, la Russie, le gaz, les États-Unis, la Chine et puis donc le nucléaire. Bon, donc un job très important. Depuis le 23 janvier 2018, donc tu es le directeur général du groupe. Un mot sur cette société, ça représente combien en termes de collaborateurs, de volume d'affaires et puis les métiers du groupe? Alors c'est 17 000 collaborateurs dans le monde, dont 13 000 en France, mais c'est 50% du business à l'international, une centaine de clients dans le monde, presque 4 milliards de chiffre d'affaires en ordre de grandeur. Et puis c'est des métiers donc de la mine d'uranium jusqu'à sa transformation ensuite pour aller produire l'électricité chez nos clients dans les centrales nucléaires. Transformation de déchets, beaucoup de technologies, dans les 3 premiers mondiaux sur chacun de nos métiers. Et puis au global, une des 2 seules entreprises au monde qui maîtrise des technologies de recyclage, par exemple, des combustibles usés. Alors 2001, dans l'historique du groupe, ça a été une année importante, il y a eu des rapprochements. Oui, c'était l'année où historiquement Cogema, qui était sur les métiers aujourd'hui d'Orano, et puis Framatome, qui construisait des réacteurs, fusionne et crée Areva, dirigé à l'époque par Arnaud Vergent. La recherche et développement, est-ce qu'on peut dire que c'est stratégique dans ton métier matin, midi et soir, Philippe? Oui, après la sûreté, nos métiers maintenant pour se développer, c'est innover, innover, innover. Alors sur le nucléaire, sur le recyclage, on en a parlé, mais aussi utiliser ces technologies-là pour aller plus loin sur le médical, combattre le cancer, d'abord faire de l'imagerie pour l'identifier, et puis on est en essai clinique un peu en rupture, mais aussi du recyclage sur des métaux compliqué, les batteries de véhicules électriques. Donc voilà, on innove, on vient d'inaugurer notre pilote industriel. Tout ne va pas marcher, la R&D, c'est parfois, voilà, il faut admettre l'échec. C'est compliqué en France, mais il faut admettre l'échec. Mais voilà, on a pas mal de projets d'innovation. C'est un effort très important pour nous. 17 000 collaborateurs, tu le rappelais, dans le groupe au niveau mondial. Le profil, on a 100% d'ingénieurs. Il y a aussi un peu de commerçants. Il faut faire un peu de business aussi. Non, pas du tout. Alors c'est vrai que nos clients sont relativement concentrés. Il y en a une centaine dans le monde et puis 10 qui font plus de la moitié du chiffre d'affaires. Donc c'est une relation importante vis-à-vis de nos clients. On est vraiment dans le B2B, on n'est pas dans le B2C. En revanche, des ingénieurs, oui, mais aussi beaucoup de gens de terrain. C'est sur le terrain qu'on fait la différence. Des techniciens, des bacs pro, et on a plus de la moitié qui sont des opérateurs de terrain. Le capital du groupe, qui est actionnaire? Alors 90% l'État français suite à la restructuration. J'ai dû retirer Areva de la cote pour complètement restructurer. On était 42 000 à l'époque, on est 17 000 maintenant. Voilà, il y a une partie du business qui est chez EDF, une partie du business qui a été vendue, 6 000 réductions d'emplois, donc une très grosse restructuration. Maintenant, on repart en croissance avec 10% d'actionnaires japonais, parce que l'Asie est assez fondamentale, c'est une zone de croissance. Alors, pourquoi changer de nom? Parce que Areva, tout le monde connaissait, belle notoriété, c'était plutôt joli. Pourquoi se transformer en Orano? C'est quoi les idées forces qui ont présidé à ce changement? Alors d'abord, le périmètre a complètement changé. Areva était connu pour construire des réacteurs, Orano construit plus de réacteurs. Et puis c'était une marque qui avait aussi connu ses heures de gloire, mais aussi elle était proche de la faillite. Donc il y avait, quand on regardait en marque, il y en avait qui aimaient beaucoup, puis d'autres qui n'aimaient pas du tout. Donc voilà, Orano, ça permet de repartir sur quelque chose qui nous correspond et qui correspond à un nouveau périmètre. L'international, on en parle parce que c'est quand même des enjeux juste mondiaux, la Chine. La Chine, c'est la moitié de la croissance future dans le nucléaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de charbon pour produire l'électricité, pour produire de la chaleur, pour leur industrie. Et d'une façon générale,
se combattre contre le climat, être bas carbone, enfin se battre contre le réchauffement climatique, être bas carbone, ça va nécessiter toutes les énergies bas carbone, du renouvelable bien sûr, mais aussi du nucléaire. Et donc c'est une zone de développement énorme. La Corée également, le Japon, on reste dans le triptyque. Oui, on reste dans le triptyque. Ce sont des pays qui n'ont pas de ressources naturelles. Et puis par exemple, le renouvelable au Japon ou en Corée, c'est pas facile. Leur géographie est pas si forte que ça. Donc le Japon redémarre ses réacteurs nucléaires. La Corée en construit encore. Donc effectivement, ce sont 3 pays qui, en fonction des années, font entre 7 et 10% de notre chiffre d'affaires chacun. Et en risque géopolitique, on avait il y a très peu de temps au Wine Business Club, Franck Guettard, qui est le patron France d'Ericsson, qui nous disait attention du côté de Taïwan, ça peut chauffer cette guerre des semi-conducteurs. Tu as un avis sur ces problématiques géostratégiques ou droit de réserve? Non. On essaye aussi, par exemple, pour notre approvisionnement en uranium, d'être suffisamment divers. On a de l'uranium au Canada, au Kazakhstan, notre premier uranium en Mongolie, on fait des forages en Ouzbékistan, on est présent au Niger. Donc d'avoir une diversité géographique de clients, mais aussi d'approvisionnement qui nous permet d'être résistants à une géopolitique qui est effectivement de plus en plus tendue. Alors demain, donc ça y est, nous sommes dans 2022, il y a un nouveau président, il est ouvert. Est-ce que ça change quelque chose aujourd'hui, demain, après-demain, pour ta boîte? Même si on regarde le passé, on a eu des ministres de l'énergie qui ont eu des approches différentes par rapport au nucléaire, mais on a toujours partagé un but qui était de se battre contre le réchauffement climatique. Donc je crois que si on regarde la Finlande aujourd'hui a un parti écologiste au gouvernement qui dit mais attendez, il faut toutes les technologies, y compris le nucléaire. Donc le monde est en train de bouger, les Français sont en train de bouger aussi, ils n'ont jamais été hostiles, mais ils sont devenus de plus en plus favorables. Voilà, avec tous les gouvernements, on développera du nucléaire, je suis convaincu. Orano, Philippe, dans 10 ans, ça donne quoi? Un peu de prospective? C'est une boîte qui, d'abord, va avoir un appel d'air sur le nucléaire qui est très fort, mais qui aura aussi développé des technologies, que ce soit dans le médical ou dans les métaux stratégiques, qui fera que le nucléaire sera une partie de son business, mais pas la seule. Alors, tu es très sportif, hein. Tu aimes bien les sports d'extérieur. Hein. Bon, là, on est en intérieur, mais pour l'instant, tout va bien. Mais tu fais quoi? Ce que j'aime bien, c'est effectivement la montagne ou la voile. Voilà. Donc c'est se confronter un peu à la nature qui est toujours plus grande. Hein. Enfin, quand on est en mer ou quand on est en montagne, on s'aperçoit que on est bien peu de choses. Oui, avec un peu d'énergie, quoi. Avec un peu d'énergie. Pour aimer bien manger, bien boire, en étant tout maigre, là, c'est calories par heure. Donc il faut courir. Mais tu cours toi aussi beaucoup. Alors, ton meilleur souvenir de gastronomie, le resto qui t'a ému, alors pas forcément cher, hein, ou cher d'ailleurs, ça peut être l'un des deux. Ouais. C'est quoi la dernière bonne adresse qui t'a vraiment ému? Pour notre anniversaire de mariage, on va régulièrement. Alors on est dans le Rouergue assez régulièrement aussi. C'est de l'extérieur de campagne et le resto du Vieux Pont à Belcastel. Et pour terminer, côté vin, c'est quand même le Wine Business Club. Côté vin, toi Philippe, alors tu as vécu longtemps à Lyon. T'aimes bien il y a un grand fleuve qui traîne du côté de Lyon. Il y a aussi la vallée du Rhône, la Bourgogne. Ta sensibilité, est-ce qu'elle est pinot noir? Voilà, je suis plus, c'est vrai, je suis plus Syrah en fait. Je suis plus Syrah, c'est vrai, sur du Saint-Joseph. Et puis après, si on change les cépages, Condrieu, Côte-Rôtie, ça fait vraiment. Alors maintenant, c'est devenu très cher. À l'époque, ça n'était pas, c'est devenu très cher, mais c'est quand même des vins qui sont assez exceptionnels. On peut encore trouver des bons plans parce que par exemple, Pierre Gaillard, il fait des monocépages viogniers qui sont juste à côté des Condrieux et ça vaut moins de 10 € la bouteille. Quoi. Ouais. Et alors, ta région de cœur, on va dire l'Alsace, est-ce que tu es un ambassadeur aussi un peu des vins d'Alsace parce qu'on trouve quand même des belles choses, quoi. On trouve des choses géniales en Pinot Gris ou en Riesling. Le Gewürztraminer, personne n'en boit, mais c'est quand même un truc assez unique. Voilà, donc il y a des choses vraiment très sympas en Alsace aussi. Alors là, c'est le terroir. Moi, quand je rencontre des vignerons d'Alsace et qui me disent ah là là, le prix du mètre carré, bon voilà, c'est. Et puis après, ils ont des noms imprononçables. Le tien, ça va, mais alors les autres, c'est incroyable. Tous les villages, non. André Blanc, regarde par exemple, ça se prononce très bien. Merci beaucoup, Philippe. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation du Wine Business Club. Donc, je rappelle la règle du jeu. Si vous souhaitez poser une question à Philippe, vous envoyez donc un mail à l'adresse qui s'affiche en dessous. On va transmettre ça à Philippe et à son secrétariat. Et Philippe, tu t'engages à répondre personnellement à chaque mail que tu pourras recevoir. Très bien. Merci beaucoup. Bonne suite de soirée au Wine Business Club. Éclatez-vous bien, dégustez bien, avec modération, mais en plaisir quand même. Et à bientôt. Au revoir.